Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons découvrir Kubernetes ensemble. Aujourd'hui, on va commencer simple. On va faire une première partie où on va découvrir Kubernetes, qu'est-ce que c'est Kubernetes, de quoi est composé un cluster Kubernetes, qu'est-ce que c'est un cluster Kubernetes, etc. Et ensuite, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment l'installer avec Minikube et enfin comment créer notre premier pod. Et au fur et à mesure des épisodes, on agrandira notre architecture avec les composants de base de Kubernetes, donc ceux que je vais vous présenter aussi dans la première partie. Et aussi, juste une petite précision avant de commencer. Moi, pour me présenter, je suis tout juste certifié Kubernetes, donc la certification CKA. Donc, je peux potentiellement faire des erreurs. Donc, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, ça m'aidera aussi à progresser. Le but ici, c'est vraiment d'apprendre Kubernetes progressivement en améliorant notre déploiement étape par étape et aussi de construire une communauté solide. Donc pour la partie 1, qu'est-ce que c'est Kubernetes? Kubernetes ou K8S, c'est un orchestrateur de conteneurs. Son rôle, c'est vraiment de gérer le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées. Concrètement, il nous permet d'éviter de gérer manuellement chaque conteneur en automatisant leur déploiement et aussi leur redémarrage en cas de crash. Donc on gagne énormément de temps grâce à Kubernetes. Quand on parle de Kubernetes, on parle de cluster Kubernetes. Donc cluster Kubernetes, c'est composé de plusieurs machines appelées nœuds ou nodes. Donc là, je schématise le cluster. Et dedans, il y a plusieurs nœuds. Et parmi ces nœuds, il y a deux catégories de nœuds. Il y a les maîtres, enfin master, les master nodes en rouge. Et en jaune, on aura les workers. Nous, on va se focaliser pour le moment, pour la présentation, sur les masters. Donc on va faire un zoom sur un master. Master. Et un master, c'est composé de plusieurs composants internes. Parmi eux, il y a l'API serveur. L'API serveur, c'est le front-end sur lequel vous allez taper en CLI, par exemple, kubectl, ou lorsque vous allez vous loguer en tant qu'user, etc. C'est vraiment le front-end, c'est la partie qui sert à interagir avec le cluster. Tout passe par là. Ensuite, on a l'élément important, c'est le TCD serveur. Le TCD serveur, ou le TCD service, hein, c'est un key store qui permet de stocker toutes les données utilisées pour la gestion du cluster. Donc, lorsqu'on va backuper notre cluster, c'est cette partie-là qu'on va backuper. Et en général, dans un cluster hautement disponible, on a trois etcd, soit gérés en interne, soit gérés en externe. Il y a deux façons de faire. Mais pour le moment, on ne va pas se focaliser là-dessus, c'est juste pour que vous le sachiez. Ensuite, on a le conteneur runtime. Conteneur runtime. Bon, j'écris bizarrement, mais conteneur runtime, ça va nous permettre d'exécuter des conteneurs dans notre cluster. C'est le software qui s'occupe du coup d'exécuter les conteneurs. En général, on a souvent Docker ou conteneur.de. C'est vraiment les deux plus utilisés. Ensuite, on a l'élément très important, le contrôleur. Le contrôleur, c'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est celui qui contrôle et qui envoie l'information lorsqu'un composant tombe en panne. Et c'est lui qui est décisionnaire, c'est lui qui prend les décisions. Admettons qu'on a un déploiement, deploy, qui nécessite 3 réplicas. Réplica égale 3. Sauf que dans le réel, nous n'en avons que 3. Le contrôleur va checker ça et il va envoyer l'information au scheduler, qui lui est responsable de la distribution du travail et des conteneurs sur les différents nœuds. Donc le scheduler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer l'information qu'il faut plus 1 ici. Et une fois qu'il a envoyé l'information, bah ici on n'aura pas 2, on aura 3. Et le contrôleur checker, va checker et va dire, ok, celui-là il est else, ok. Et du coup, il n'y aura plus de problème sur ce déploiement. Voilà en général, en gros, ce qui se passe. Je vulgarise, hein. Ensuite, nous avons le kubelet. Kubelet, c'est un élément qui est installé sur tous les nœuds. Et non, c'est un agent qui est installé sur tous les nœuds. Et il s'assure que les conteneurs s'exécutent bien comme prévu. Là, ce qu'on va faire dans cette mini-série, c'est qu'on va découvrir les composants de base ensemble. Et quand je dis composants de base, il y a les pods, deployment, les déploiements, les services, les secrets, les PVC, les PV et les PVC, les persistent volume et les persistent volume claim, les config maps,
et les ingress à la fin. Le but de cette série, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, on améliore vraiment notre infrastructure, notre architecture. On va commencer par déployer un pod. Du coup, hop là, j'enlève tout ça. Hop. Ça, c'est notre worker node. Dedans, nous aurons notre déploiement. Dans notre déploiement, on va déployer un pod ou plusieurs, hein, selon le nombre de réplicas qu'on aura défini. Nous aurons un service accroché, un config map, un secret, un PVC ou un PV. Ici, on va mettre PV. Et on exposera notre application via un ingress. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Minikube sur notre PC. Et ensuite, on va déployer notre premier pod. Pour installer Minikube, vous avez la documentation officielle de Kubernetes qui explique très bien comment le faire. Du coup, selon votre OS, macOS, Windows ou Linux, vous allez installer Minikube. Moi, je suis sur Windows, mais j'utilise WSL Linux, donc je prends l'OS Linux. Et ensuite, j'effectue toutes ces commandes-là. Une fois que vous avez exécuté toutes ces commandes, vous devez arriver à cette étape-là où vous avez la version de Minikube. À ce moment-là, on va lancer un cluster Kubernetes avec juste cette commande Minikube start. Une fois que tout est installé, vous devez avoir ce retour de commande. Pour contrôler que notre cluster est bien en place, on va faire un kubectl get nodes et normalement nous voyons notre control plane. Donc là pour le moment on n'a vraiment installé qu'un seul nœud. Plus tard on verra qu'on pourra rajouter des nœuds, mais pour le moment c'est pas nécessaire. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux manières de déployer un pod ou un composant dans Kubernetes. Il y a via la CLI, comme ici avec kubectl run. Je vais vous le faire. Kubectl run, on va l'appeler day one pod. Et on lui accorde l'image nginx. Et après, on fait un kubectl get pods pour voir. On va faire un -w pour voir quand il va être créé. Désolé, ça a coupé. Du coup, kubectl get pods-w. Voilà, on voit que le pod est bien déclenché. Enfin, est bien en état running. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est surtout la partie déclarative. Il y a via les manifestes, via les manifestes YAML où on écrit en détail notre configuration. Et c'est cette méthode que nous allons privilégier car elle permet de mieux gérer l'infrastructure avec du versionning, de l'automatisation. Plutôt que de lancer des commandes à la main, on va toujours écrire nos configurations dans des fichiers YAML. Ça nous permet d'avoir un état des lieux de notre infrastructure et c'est mieux. Ça fait partie des bonnes pratiques Kubernetes. Du coup, là, vous pouvez voir à l'écran un manifeste YAML. Il est super simple, hein, ça va être, c'est pour un pod assez classique. Du coup, comment c'est composé un manifeste YAML? C'est toujours composé des quatre catégories. API version, donc la version de l'API Kubernetes, qui varie en fonction du kind qui est déployé. Le kind, c'est le composant qu'on souhaite déployer. Là, on souhaite déployer un pod, mais plus tard, vous allez voir qu'on va déployer des déploiements. On va déployer, j'ai beaucoup le mot déployer, mais on va du coup déployer des deployments, des services, des config maps, des secrets. Donc, du coup, tout ce qui est possible de déployer sur Kubernetes, on peut le faire via des manifestes. Ensuite, il y a les métadatas. Donc, comme son nom l'indique, c'est des métadatas. Ici, on va indiquer le nom de notre composant. On pourra ajouter des labels, des annotations, etc. Et ensuite, l'élément le plus important, je pense, c'est les specs. C'est là où on va donner les specs de notre composant. Là, c'est assez simple. Dans les specs, on demande juste à notre pod de contenir un conteneur Nginx qui s'appuie sur l'image Nginx. Du coup, on va le déployer. Pour déployer un manifeste, on fait kubectl kubectl apply-f pour files et on va dans notre chemin et on retrouve notre fichier YAML. Ouais, là, du coup, ça va faire une erreur, mais parce qu'on a le pod qui a été déployé en run, on va faire un kubectl delete pod, ouais, day one. Hop là, on va le delete. Voilà, et là, on va apply notre fichier YAML. Kubectl get pods-w pour voir l'état. Il est en état running. Du coup, on va essayer de rentrer dans notre pod, kubectl exec-it
Euh, on va donner le nom de notre pod day one bin sh. Hop là, on a réussi à rentrer dans notre pod. Du coup, aujourd'hui, on a pu déployer notre premier pod. On a installé Kubernetes, on a démarré notre cluster avec Minikube. Et comme je l'ai dit, on a déployé notre premier pod de deux façons. De la manière via les manifestes et via la ligne de commande. Mais on verra qu'un simple pod, c'est pas suffisant en environnement de production ou même dans les bonnes pratiques. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi on utilise plutôt des deployments pour gérer nos applications de manière plus robuste. Si cette vidéo vous a aidé, pensez vraiment à vous abonner et à commenter si vous avez des questions ou des corrections à apporter. C'est vraiment un enrichissement important, donc je compte sur vous et on se retrouve très vite pour la suite.